Bonjour Joanne. Bonjour. Donc, la semaine passée, dans notre première capsule, nous avons discuté de la première partie de l'anxiété de performance à travers la nature, les effets psychologiques et également des outils plus généraux pour aider les gens à mieux la canaliser. Donc, aujourd'hui, nous allons discuter de l'anxiété de performance, mais plus par rapport aux leaders. Tout d'abord, suite à la dernière capsule, Joanne, tu m'expliquais que l'anxiété de performance peut aussi être utilisée constructivement pour optimiser la performance en milieu de travail et la satisfaction des gens par rapport à l'exécution d'une tâche. Peux-tu nous en dire davantage par rapport à ça? On va avoir tendance naturellement à voir l'anxiété de performance comme un problème et quelque chose à éliminer ou à contrôler ou des choses comme ça. Mais c'est pas tout à fait ce que la recherche nous montre. Qu'on soit dans un milieu de travail, un milieu artistique ou sportif, dans tous les contextes, ça prend une certaine dose d'anxiété de performance pour être capable de bien canaliser nos forces. Si on se rappelle, la semaine passée, je vous ai dit que l'anxiété de performance était comme à la fois reliée à des réponses de stress généraux que j'ai appelé le côté somatique, hein, donc le battement de cœur, l'augmentation de la température corporelle, les petits papillons dans le ventre, la gorge nouée, etc. Et ça, c'est le côté qui peut donner au corps une espèce de charge d'énergie qui nous permet de confronter le mammouth, ça, on pourrait dire. Okay? Alors ça, c'est inscrit dans notre corps, c'est plus fort que la police, comme on dit. Et cette énergie-là, ce surcroît-là, est vraiment essentielle. On s'aperçoit que, par exemple, il y a une espèce de courbe en U inversée, comme ça, qui fait que lorsque la personne n'a pas suffisamment d'anxiété, okay, de canalisation de stress, elle peut prendre la tâche un peu à la légère et probablement va sous-performer. Donc, c'est pour ça que on a besoin de mobiliser nos forces attentionnelles, physiques et psychologiques pour arriver au point en haut qui est justement le maximum de performance qu'on va atteindre en accord avec le degré d'activation du corps. Mais si l'anxiété devient débordante, bien là, la performance, elle va décroître parce que là, on est figé par nos peurs. Donc, ça, c'est la partie où il faut savoir comment se situer dans la courbe pour être capable de se mobiliser constructivement, pour être capable de déployer nos forces et de relever le défi. Par contre, dans l'anxiété de performance, il y a aussi tout ce qu'on a appelé le volet cognitif, c'est-à-dire toutes les pensées catastrophiques, l'anticipation négative, « ah, ça y est, je n'y réussirai pas », etc. Toutes les pensées autocritiques qui sont beaucoup trop élaborées, les comparaisons injustes ou non constructives, et ça peut nous jouer des tours. Donc, l'idée de ça, c'est de se dire, OK, comment est-ce que je peux bien me préparer à une tâche pour mobiliser ce stress-là et pour arriver à quelque chose de maximum puis où je vais me sentir plus satisfait. On parle d'exécution de tâches. Peux-tu nous expliquer comment les leaders peuvent aider les membres de leurs équipes à bien canaliser leur anxiété de performance face à l'exécution d'une tâche précise? Effectivement, il y a des choses qu'on peut faire pour accompagner quelqu'un. Puis en même temps, bien, la personne qui exécute la tâche, elle aussi, elle a une responsabilité. Donc, c'est comme une relation qui est en dynamique entre le leader et l'exécutant de la tâche. Il faut que les deux travaillent de concert. Donc, j'ai pensé que ça pourrait être intéressant que je vous parle à la fois des outils que les leaders peuvent utiliser, mais quelle est la correspondance aussi par rapport à l'exécutant, de manière à ce qu'on puisse canaliser cette anxiété-là d'une façon positive. Je dirais que du côté leader, la première chose à faire, c'est de clarifier les attentes que le leader a face à soi-même et face à l'employé par rapport à une tâche
précise. Il faut savoir qu'est-ce qu'on attend de soi et de l'autre dans cette tâche-là. Et il faut donc être capable de préciser la nature de la tâche, les étapes de la tâche, de préférence les fractionner en petites étapes accessibles pour faire baisser aussi la peur ou l'envahissement que l'employé peut ressentir. D'habitude, quand on fonctionne avec des petites étapes, ça permet à la personne de sentir un devoir accompli, de sentir une satisfaction au fur et à mesure. Il faut aussi arriver avec justement des étapes claires, bien définies, puis un échéancier autant que possible. Plus ces aspects-là de la tâche, de comment la tâche doit être exécutée, dans quelle séquence temporelle, plus la personne va être rassurée parce qu'elle va savoir où est-ce qu'elle s'en va. Bien des leaders escamotent cette étape-là parce qu'ils sont trop pressés d'arriver à un résultat final. Sauf que c'est très valable de prendre le temps nécessaire avec l'employé pour bien expliquer tout ça, si on veut avoir des bons résultats. Et ça va avoir aussi comme effet pour l'exécutant de savoir où il s'en va. Mais en même temps, l'exécutant doit aussi clarifier ses propres attentes. Donc, ses attentes face à soi, les attentes face aussi au gestionnaire ou au leader et les attentes face à la tâche. Donc, de part et d'autre, le jeu des attentes est important à clarifier. Parce que c'est pas rare qu'il y a beaucoup de malentendus qui se produisent au fil du temps parce qu'on s'aperçoit qu'il y avait en quelque part des agendas cachés de part et d'autre. Pas toujours d'une façon malveillante, mais parce que ça n'a pas été assez ciblé. Une autre chose, c'est au niveau de la préparation de la tâche. Là encore, parce qu'on veut aller trop vite, souvent, on ne prend pas le temps de bien préparer. Le leader doit s'assurer d'abord de la compétence réelle de l'employé à exécuter cette tâche-là précise. De s'assurer, est-ce que l'employé a les préalables nécessaires? Est-ce que et si oui ou non, bien, est-ce qu'il y a des outils que le leader peut fournir aussi? Des personnes ressources à consulter, des livres, des liens, peu importe, mais s'assurer de qu'est-ce que la personne a besoin pour faire la tâche. Donc ça, c'est extrêmement important. Et bien sûr, du côté aussi de l'employé, la personne doit prendre le temps de ne pas se précipiter dans le résultat, prendre le temps de bien se préparer. Il se pourrait qu'il ait besoin d'une formation de plus ou de lecture préalable. Et c'est important que cet employé-là se permette de le verbaliser clairement à son employeur ou au gestionnaire pour s'assurer d'avoir le temps nécessaire, d'avoir tout ce qu'il faut dans les coffres à outils. Il faut aussi que l'employé sache qu'est-ce qu'il est capable de faire, qu'est-ce qu'il n'est pas capable de faire, de manière à ce que le gestionnaire et l'employé clarifient ça ensemble. Quelles sont les forces, les limites, etc. Donc ça, pour moi, c'est extrêmement important. En cours de route, le leader doit apporter un soutien régulier par rapport à la personne qui exécute la tâche. Là encore, souvent, faute de temps, on court partout et le gestionnaire oublie de bien accompagner la personne. Donc ça peut vouloir dire des choses aussi banales que un comment ça va dans la tâche, que se passe-t-il? Avoir juste une espèce d'intérêt aussi pour la personne et pour comment ça se passe. Bien, si le leader se montre intéressé, veut savoir le processus de ce qui se passe, ça risque de motiver grandement l'employé par rapport à ça, qui va se sentir beaucoup plus rassuré et va se sentir valorisé aussi, parce qu'il va avoir l'impression que le leader bien, se soucie de la tâche, mais se soucie de sa propre personne. Donc, plus la personne elle est motivée, plus elle risque de performer, plus elle risque aussi de se faire confiance. Puis en cours de route, le leader qui s'informe va peut-être faire en sorte que l'employé va demander de l'aide au fur et à mesure. Et ça, c'est très important.
bon nombre d'employés se sentent honteux, on en a parlé la dernière fois, se sentent honteux devant une limite, devant une difficulté, comme s'il ne fallait pas que ça soit là. Si le leader va au-devant, s'assure de comment ça va, qu'est-ce que tu as accompli la dernière fois, de quoi as-tu besoin, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire, toutes ces questions-là ouvrent la porte à ce que l'employé se pose ces questions-là pour lui-même ou elle-même et sache aussi former une équipe avec le gestionnaire ou le leader pour être capable d'aller chercher donc ce qu'il a besoin. C'est aussi important que le leader valorise la personne. Souligne ses bons coups, souligne ses capacités, valorise aussi la tâche à exécuter. Très souvent, le leader oublie de parler de l'importance de la tâche. Comment est-ce que cette tâche-là, elle va être utile aux autres? Si la personne ne comprend pas à quoi sert la tâche, peut-être que la tâche est très utile, mais si le leader n'a pas pris le temps d'expliquer ça, la personne, elle risque d'avoir une impression de futilité. Elle risque aussi d'être moins motivée. Puis si on se rappelle la courbe en U inversé, à ce moment-là, si la personne elle est moins motivée parce qu'elle comprend moins ou elle se sent dévalorisée, elle va moins mobiliser toutes ses ressources physiques et ça risque de faire que la performance va être moindre et nécessairement la satisfaction va être moindre. La personne va être soit sous-productive ou va avoir tellement produit que finalement, elle va avoir de la difficulté à en retirer de la satisfaction ou peut-être va avoir fait des erreurs d'inattention importantes voulant aller trop vite. C'est ce qu'on essaie d'éviter. C'est aussi important que le leader évite les comparaisons avec les autres. Hein? Ah, un tel a réussi à faire ça dans ton combien de temps, etc. Il faut vraiment apprendre à considérer chacun des employés comme quelqu'un d'unique. C'est sûr qu'on peut faire des grands comparatifs pour se donner des points de repère, mais chaque personne est unique. Donc, il faut aussi tenir compte de cette unicité-là. Mais, évidemment, en vérifiant si les compétences de la personne, les capacités et les imprévus qui peuvent arriver, est-ce que ça, c'est compatible avec les échéances? Sinon, dans l'encadrement et dans le soutien du leader, c'est peut-être important aussi des fois de réviser soit les échéances, soit les étapes en cours de route. On vérifie pas ça assez au fur et à mesure, le leader se magasine aussi des déceptions parce que ne comprendra pas nécessairement la complexité de la tâche, par exemple, ou n'aura pas nécessairement vu venir les imprévus, ou n'aura pas su donner les outils nécessaires pour peut-être faire en sorte que le travail se passe mieux. Toutes ces choses-là sont extrêmement importantes. Je dirais que le dernier sujet que j'aimerais aborder, c'est la notion de la confiance. Il y a une confiance qui doit s'établir nécessairement chez l'employé et chez le leader. C'est une confiance mutuelle. Et ça aussi, la plupart des leaders sont tellement préoccupés par l'accomplissement des tâches, la performance à atteindre, les profits à atteindre, qu'ils oublient qu'ils travaillent avec une personne. Vont prendre ça un peu pour acquis ou vont considérer que le temps qu'on accorde à la personne, à la communication, à l'établissement d'un bon lien, au fait de valoriser les personnes, que c'est un peu du temps perdu. Souvent, j'ai vu aussi des leaders se pressuriser eux-mêmes parce qu'eux-mêmes vivent de l'anxiété de performance et essaient d'aller trop vite. Ils vont escamoter aussi des étapes importantes qui peuvent contribuer à leur propre épuisement, mais qui peuvent aussi contribuer à l'épuisement de leur employé ou de leur subalterne. Fait que c'est très, très important, je dirais, pour le leader, mais aussi pour l'employé, de nourrir ce lien-là de confiance, en prenant des fois le temps de faire une pause avec la personne, de lui poser des questions sur sa sphère personnelle sans être intrusif, mais comment ça va, comment a été ta fin de semaine,
comment ça se passe par rapport au travail. Donc, toutes ces questions-là, du point de vue relationnel, va évidemment nourrir aussi l'optimisation de la performance et nourrir aussi la capacité à la personne de mobiliser ses forces avec un certain challenge, donc avec une certaine dose d'anxiété, mais aussi avec un sentiment de satisfaction face au travail accompli, puis de valorisation. Parce que les employés ont besoin de se sentir valorisés. Tout être humain a besoin, dans son estime de soi, d'être reconnu par les autres, en particulier par les leaders qui sont des figures d'autorité, veut pas. Alors, au fond de nous, on a toujours un petit garçon, une petite fille qui est là et qui a besoin d'être validé, a besoin d'être encouragé, d'être reconnu, d'être soutenu et aussi d'être encadré par, je dirais, une figure d'autorité. On peut appeler ça une figure parentale sans infantiliser les employés. Mais on a cette partie-là, en plus d'être un adulte, mais on a un petit enfant intérieur qui a besoin de la petite tape dans le dos. Et ça, c'est très, très important. Et la plupart des leaders se rendent compte, et les recherches démontrent maintenant aussi de plus en plus, que plus on s'occupe du bien-être global des employés, plus ces employés-là performent bien et plus le lien de confiance est établi. Merci beaucoup, Joanne, pour l'explication. Ça fait plaisir. C'est certain que par rapport à l'établissement de la confiance entre leaders et employés, on va justement discuter plus en profondeur la semaine prochaine de l'importance des habiletés de communication pour établir ce lien-là. Très certainement. Merci encore pour ta précieuse collaboration. Ça me fait plaisir. Bonne semaine. Je te souhaite une excellente semaine et bonne semaine à tous et à toutes. Merci.